Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Laura Renée Yavaronne qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'attachement et de pratiques inclusives en service de garde éducatif à l'enfance. Donc, bonjour Laura, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu. Bonjour, Véronique. Alors, je m'appelle Laura Renée Yavaronne. Je suis psychoéducatrice au CLSC Verdun à Montréal. Dans le fond, moi, mon travail est vraiment avec le programme de la santé publique qui s'appelle Intervention éducative précoce et qui soutient, entre autres, la qualité éducative dans les services de garde subventionnés du territoire et qui fait en sorte concrètement que j'aide à l'adaptation du tout petit dans son quotidien en milieu de garde et je passe beaucoup par l'éducatrice. Donc, voilà, ça résume un peu mon travail. Bien, merci beaucoup, Laura. Avant qu'on aille dans le vif du sujet sur qu'est-ce que l'attachement, tu avais une petite mise en garde que tu voulais nous faire. Oui, en effet. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la culture populaire, on parle beaucoup de l'importance que l'enfant soit sécure, hein, que l'enfant se sente en sécurité. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'attachement insécurisant et c'est une nuance importante à faire parce que seuls les professionnels peuvent qualifier le type d'attachement. Par ailleurs, les éducatrices sont quand même outillées dans leur travail à faire des observations importantes sur l'attachement. Donc, je voulais juste faire la nuance en commençant que quand on va parler d'attachement insécurisant ou d'attachement sécurisant, ben, c'est vraiment des professionnels qui peuvent le qualifier. Et si j'ai bien compris, ça ne veut pas dire que si l'enfant a des comportements où il manifeste plus d'insécurité, qu'il y a nécessairement un attachement insécure. En effet, il y a des enfants qui peuvent avoir ce qu'on appelle un attachement sécurisant, mais réagir un peu plus au changement, donc être insécure. Donc, quand on voit la nuance toute de l'insécurité vécue par la situation, mais ça ne joue pas sur l'attachement de l'enfant. Je Donc, comprends. voilà. Bien, merci pour cette nuance qui est très importante. Maintenant, on va vraiment aller voir qu'est-ce que l'attachement. Tu vas nous parler d'attachement sécurisant, insécurisant. Donc, je te laisse nous expliquer tout ça. Mais merci. L'attachement, en fait, ça se crée dès les premiers moments de vie de l'enfant parce que dans le fond, l'enfant, quand il naît, il n'y a pas la parole ou donc la façon de signifier ses besoins, on appelle ça des signaux de détresse. Donc, c'est le lien affectif qui se développe entre la figure parentale significative et le nouveau-né par l'entremise des signaux de détresse qui va qualifier le type d'attachement. Donc, plus les comportements de l'adulte significatifs autour de lui sont sensibles, sont constants, sont rapides et efficaces pour calmer cette fameuse détresse vécue chez l'enfant, plus on va parler d'un attachement sécurisant. Par ailleurs, plus les comportements sont envahissants, sont absents ou encore rejetants par rapport à la détresse vécue chez le nouveau-né, chez l'enfant, on va parler d'un attachement insécurisant. Mais comme je disais au début, il faut vraiment des professionnels pour le qualifier. Mais les éducatrices sont très observatrices. On va le voir plus tard dans le balado. Donc, avec leurs observations, vont pouvoir soutenir l'attachement du petit. Mais ça amène une autre nuance. C'est un balado tout en nuances, finalement. Des fois, on va entendre parler du trouble de l'attachement. Et le trouble de l'attachement, c'est quelque chose complètement différent. Donc, quand on parle de l'attachement, on parle de la création d'un lien affectif par ailleurs, quand on parle d'un trouble de l'attachement, on parle d'une absence de lien entre l'adulte significatif et l'enfant. Donc, l'enfant n'est pas capable de se référer à un adulte qui est souvent près de lui. Ça, on va le voir vraiment très rarement dans la population. Les chercheurs parlent d'environ
1% de la population. Et souvent, c'est suite à des événements traumatiques, suite à la perte soudaine d'un proche. Quand on parle d'événements traumatiques, mais ça peut être, par exemple, en orphelinat vraiment peu soutenant. Donc, voilà. En cas de grande maltraitance également, on va parler d'un trouble de l'attachement, mais encore une fois, il faut que ça soit un professionnel qui, cette fois-ci, fait une évaluation approfondie. Donc, souvent, on va parler des psychologues et des neuropsychologues, des pédopsychiatres. Donc, voilà. Alors maintenant, j'aimerais que tu m'expliques de quelle façon l'enfant explore-t-il le monde dans la lunette de l'attachement. En fait, Véronique, avec les éducatrices, l'outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est le cercle de sécurité. Donc, le cercle de sécurité, c'est un outil où physiquement, on voit un cercle et il y a une base de sécurité. Donc, l'enfant quitte cette base de sécurité qu'on peut appeler la personne significative pour explorer et revenir vers sa figure parentale ou la personne significative lorsqu'il a besoin de trouver refuge. Donc, on voit vraiment le cercle de l'exploration jusqu'au refuge pour revenir vers la base de sécurité, la personne significative. Donc, plus le tout petit est à l'aise à explorer, à se retourner, à regarder la figure significative, le parent ou l'éducatrice, et poursuivre son exploration pour revenir vers l'éducatrice ou son parent, plus on va parler d'un attachement sécurisant. Plus un enfant, par ailleurs, plus un enfant reste proche de cette personne significative, de cette base de sécurité, ne part pas en exploration, trouve rapidement refuge, ou encore une fois, plus il va aller explorer, mais ne revient jamais vers le refuge, plus on va parler d'un attachement insécurisant. Et encore une fois, tout est une question de fréquence des comportements, une fréquence aussi dans son exploration. Donc, je donne l'exemple, vous partez au parc avec les enfants, vous faites une promenade comme éducatrice et là, l'enfant qui va rester collé sur l'éducatrice au fil des promenades ne sera jamais en mesure pendant un long laps de temps de se détacher de la dune, d'aller explorer les modules du parc. Ou un autre enfant qui attend même pas que vous êtes arrivé au parc pour se garrocher en bon québécois, pour se lancer vers les modules. Donc, on a un peu la vision ici là, de l'exploration et encore une fois, je rappelle, il faut que ça soit des comportements qui soient répétitifs dans le temps. Donc, que ce soit à la promenade numéro 1 ou à la promenade numéro 60, c'est un enfant qu'on va observer ne pas ou très peu vers la base de sécurité qui est l'éducatrice. Merci. Donc, l'éducatrice ne peut pas dire si justement l'enfant a un attachement sécure ou insécure, mais il y a beaucoup de choses qu'elle peut observer quand même et on va le voir plus tard mettre en place pour favoriser justement, améliorer la sécurité interne de ces enfants-là. J'aimerais ça que tu me parles des forces des enfants là, qui ont des comportements plus insécures. Donc, ce sont des enfants qui ont des forces naturellement. Donc, quelles sont-elles, ces forces? En fait, une très grande force de ces enfants-là, c'est qu'on a toujours le portrait juste puisque leurs comportements sont sans équivoque. Donc, c'est des comportements très instinctifs. Donc, par exemple, quand il fuit l'adulte ou quand il va faire une fugue, mais c'est vraiment son comportement, sa réponse à la détresse. Donc, c'est des enfants qui ne seront pas en mesure de cacher ce qu'ils vivent, ce qui amène quand même une grande force parce que c'est des enfants sans filtre, dans le fond. Donc, avec qui on peut vraiment travailler. On a des observations très concrètes auprès d'eux. C'est aussi des enfants qui vont être en mesure d'observer facilement les changements dans l'environnement et de les nommer
facilement à l'adulte aussi. Donc, nos grands observateurs, par exemple, tu ne me l'avais pas dit que tu n'étais pas là. Donc, ça, c'est quand même une force assez soutenante pour l'adulte aussi dans les changements qu'il peut opérer dans son groupe. Et finalement, ben, j'ai le goût de dire que c'est un enfant très résilient. Donc, en ayant eu ce type d'attachement-là, c'est un enfant qui va avoir appris à s'adapter. Donc, c'est un enfant que quand on va mettre en place du soutien plus sécurisant, va bien répondre à ce type d'intervention. Donc, tu viens de nommer que ces enfants-là répondent bien à la structure, mais en même temps, on est dans un balado sur l'inclusion et j'ai envie de t'amener la question, ben oui, il y a des bienfaits pour l'enfant, mais il y a des bienfaits aussi pour tout le groupe d'enfants. En effet, c'est un enfant qui va amener des pratiques chez l'éducatrice très prévisibles qu'on appelle. Donc, comment une pratique peut être prévisible? Ben, par les règles constantes, par les règles cohérentes, par aussi des horaires imagés, des choses comme ça, des repères dans le temps, des repères dans l'espace, ce qui amène un bénéfice chez tous les enfants parce que les tout petits ont besoin de prévisibilité, ont besoin, même quand on a un attachement sécure, d'où le fait de ma mise en garde au début qui était tout en nuances, il y a des enfants qui réagissent plus au changement et ils peuvent avoir un attachement sécure, mais ce sont des enfants où ils vont être très heureux d'avoir une certaine prévisibilité, un horaire imagé dans le local. Je pense que plus tard, on va vraiment regarder les moyens très concrets que peut mettre en place l'éducatrice. Et quand on parlait du pouvoir d'observation de l'éducatrice, mais c'était vraiment ça aussi. Elle connaît son groupe après quelques temps. Hein? Donc, moi, je suis toujours fascinée comment elle connaît les dynamiques de groupe. Donc, elle voit elle-même les bénéfices de mettre une structure plus prévisible chez les enfants. Donc, voilà. Merci. Puis dans la fiche, on disait justement que tout ça lui permettait d'expérimenter des nouvelles relations en toute sécurité, construire une estime de soi plus forte, s'apaiser de manière autonome. Donc, il y a vraiment des bienfaits pour l'enfant, mais pas juste pour l'enfant, pour les enfants en général également. C'est bien que tu m'amènes là, Véronique, parce que dans le fond, quand on parle d'attachement insécure, c'est en lien avec, comme on a dit, le lien affectif avec la personne significative. Mais ça ne veut pas dire que c'est des enfants qui ne sont pas capables de créer des liens significatifs avec d'autres enfants ou d'autres adultes. C'est un enfant qui va, dans sa force, va avoir un désir de créer le lien tout de même s'il y a eu un attachement insécure, pour aller vers d'autres enfants. Donc, quand on lui apprend la résolution de conflits, quand on prend le temps de répondre à ces signaux de détresse qu'on parlait plus haut, en fait, dans le balado, en fait, ça va lui permettre à l'enfant de découvrir de nouvelles expériences sociales et de se mettre en confiance aussi avec le monde. Hein? Donc, mon éducatrice, quand je vais au parc, on reprend l'exemple du parc de tantôt, mais quand je vais dans les modules et elle me demande d'attendre que tous les amis soient détachés, mais c'est prévisible pour moi. Donc, je suis capable de créer un lien avec elle. Et dans le programme éducatif Accueillir la petite enfance, on parle des liens complémentaires. Hein? Donc, quand on parle des éducatrices, bien, tout leur savoir-être, leur savoir-faire leur permettent aussi de créer des beaux liens avec les enfants et des belles expériences significatives pour les enfants. Merci. Et en terminant, Laura, j'aimerais ça qu'on aille explorer davantage là, différentes pratiques inclusives en service de garde, en fait. Donc, il y en avait quelques-unes dans la fiche, mais si tu voulais peut-être nous en parler, nous donner des exemples concrets, on pourrait terminer là-dessus.
Parfait. Ben, dans le fond, on parle encore une fois beaucoup de prévisibilité. La prévisibilité va passer beaucoup par des repères dans le temps et dans l'espace. Donc, un repère dans l'espace, ça peut être ce que je vois souvent chez les éducatrices dans les milieux de garde, c'est le nom de l'enfant ou la photo de l'enfant, de tous les enfants dans le local pour le cercle du matin, par exemple. Alors, le petit Elliot sait qu'il doit s'asseoir à tel endroit pour aller faire le cercle du matin à côté de la petite Mia et à côté du petit Naël. Donc, par exemple, à ce moment-là, le petit Elliot va savoir où s'installer, va savoir sa place à la table, va savoir la place qu'il a aussi à la sieste. Donc, toujours avoir des repères dans l'espace, des repères dans le temps. On va parler, il reste 5 minutes à l'activité, d'avoir un repère imagé, soit bon, le fameux time timer ou encore des sabliers imagés, où ça peut être créé avec les enfants aussi, un petit système pour avoir le repère dans le temps. On va parler de prévisibilité aussi plus tard chez les tout petits, en fait, vers 3 ans, vers 4 ans. L'enfant commence plus vers 4 ans, mais à comprendre les émotions des autres amis. Donc, de beaucoup nommer les émotions, d'avoir un vocabulaire émotif à travers les histoires qu'on va lire avec les enfants. Donc, ça va permettre aux enfants de bien comprendre ce que l'autre vit. Donc, ça peut aussi soutenir une résolution de conflits saine parce qu'on se rappelle que les conflits en petite enfance, c'est le quotidien des éducatrices. Oui. Donc, les éducatrices, si elles ont des repères clairs dans la résolution de conflits, ce que je vois beaucoup dans les milieux de garde, c'est un espace de résolution de conflits, qu'on reprend le conflit. Donc, ça permet à l'enfant d'avoir une expérience positive et prévisible. Ah, mais il y a un conflit, je sais que je peux compter sur mon éducatrice pour me soutenir à travers tout ça. Donc, ça serait des petits exemples. Il y a aussi quand on part dans les balades, ben, peut-être d'avoir cet enfant-là qui nous préoccupe un peu plus, ben, de lui parler pendant la balade, de lui donner des repères dans l'espace, par exemple. Ah, on va bientôt traverser la rue, des choses comme ça. Donc, j'espère que ça Oui, fait un petit peu le tour. c'est très concret, merci. Je voudrais juste t'entendre en terminant. Hein, on avait parlé des parents, donc au niveau de l'intégration progressive, tout ça. Puis j'aimerais t'entendre sur la participation, la collaboration, le partenariat avec les parents, justement, lorsque l'enfant a des comportements ou est plus insécure. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu? En fait, oui, le parent est notre partenaire principal, j'ai envie de dire, parce que c'est le parent qui connaît les intérêts de son enfant, qui connaît les défis de son enfant. Comme on disait au début, c'est des parents qui peuvent avoir traversé des moments difficiles. Donc, c'est des parents qu'il faut prendre soin également. Parce que quand on commence à aborder les comportements plus difficiles de leurs enfants, c'est des parents qui peuvent se culpabiliser. Hein? Le parent se culpabilise à rien, j'ai envie de dire, mais il peut se culpabiliser. Donc, dans nos communications avec le parent, ça va être important de faire un petit peu la technique sandwich, comme disent les éducatrices, c'est elles-mêmes qui me l'ont enseigné. Donc, c'est de donner une force, le comportement un petit peu plus dérangeant et de revenir avec une force ou un intérêt de l'enfant. Donc, le parent va se sentir interpellé à ce moment-là et va être capable d'outiller un petit peu plus l'éducatrice. Par exemple, le petit Elliot, ben, je sais qu'il aime beaucoup les dinosaures. Comment les dinosaures peuvent être inclus dans notre routine imagée? Comment est-ce qu'il peut amener un petit dinosaure pour les transitions un petit peu difficiles? Donc, on est parti de vraiment ce que le parent connaissait. Et c'est d'avoir une communication constante avec le parent. Donc, beau jour, mauvais jour,
le nommer aux parents. OK? Mm-hmm. Ne pas attendre un plan d'intervention pour nommer tous les défis de l'enfant parce que le parent peut se sentir à ce moment-là dépourvu de soutien. Par ailleurs, si on lui dit le jour même, hey, écoute, aujourd'hui, on a vu qu'Eliott, là, ça y a pris un peu plus de temps s'endormir à la sieste. Est-ce que tu as un moyen pour demain me soutenir? Mais là, ça aide le parent en se sent un peu plus impliqué dans le quotidien de son enfant, comment le soutenir également. Donc, j'ai envie de dire ça. Puis, les éducatrices et les parents, c'est vraiment des personnes qui ont des observations tellement riches, mais différentes pour le même enfant. Merci beaucoup, Laura. Très, très intéressant. Ça termine notre balado. Merci encore, Laura, d'avoir été avec nous puis de nous avoir partagé toute ton expérience et ta passion pour l'attachement. Merci. Merci, au revoir.